Salut tout le monde, on va faire le cours croissance et développement du rachis. C'est le deuxième cours du module kiné, donc on a déjà fait le premier cours en deuxième partie. Là, on va faire donc le deuxième. Donc, le passage de la situation de bipède permanent est un événement majeur sur le plan anthropologique. Un des éléments principaux est la libération des membres supérieurs. Donc il faut savoir qu'avant, on était en position quadrupède, donc à quatre pattes, et on est passé en position bipède, donc sur deux pieds. Et ce changement de position, donc comme on le dit là, va permettre la libération des membres supérieurs. Donc on va pouvoir utiliser nos mains en tant qu'instrument privilégié, donc par exemple pour utiliser des instruments ou alors pour cueillir des aliments, alors qu'avant, quand on était en position quadrupède, on n'avait pas vraiment cette possibilité-là. Concernant l'appareil locomoteur, le passage à la situation bipède a imposé des contraintes mécaniques sur des structures biomécaniques mal adaptées. Parce que oui, quand on était en position quadrupède, on avait une adaptation de telle sorte que quand on était à quatre pattes, on n'avait pas de problème, mais on n'était pas fait pour être sur deux pieds. Donc quand l'homme s'est mis en position bipède, il y a eu, il y a eu des modifications sur son squelette car au début il était mal adapté. Donc deux mouvements sont essentiels et concomitants. Donc l'extension des hanches, parce que quand il était à quatre pattes, donc les hanches étaient à peu près à 90 degrés. Alors que là, quand on est en position bipède, elles sont droites. Donc extension des hanches au-delà des valeurs physiologiques et passage du rachis en position érigée. Donc du coup, rachis c'est la colonne vertébrale, donc la colonne vertébrale va se mettre droite. Lors de l'acquisition de la bipédie, le rachis change de fonction, on lui a imposé une contrainte de charge. Donc avant, donc chez le quadrupède, le rachis assure la connexion entre les membres antérieurs et postérieurs. Donc antérieurs c'est les membres supérieurs et postérieurs c'est les membres inférieurs. Donc le rachis servait à cela. Alors que chez le bipède, donc là on voit l'homme de nos jours, donc le bipède, le rachis assure le port de charge majoré. Donc en gros, toute la colonne vertébrale, elle va assurer et le port de la tête, du tronc, des membres supérieurs et des ports de charge supplémentaires. Donc l'homme peut prendre tous les jours, par exemple, un paquet, du matériel ou alors de la manutention. L'adaptation du rachis à la station érigée se fait par l'apparition de courbeurs de le plan sagittal. Donc ça c'est super important. C'est dans le plan sagittal, pas dans le plan frontal. Donc là on est dans le plan sagittal, on peut voir qu'il y a des courbures. Donc il va y avoir et des lordoses et des syphoses qu'on verra après en détail. Donc les lordoses sont des courbures à concavité postérieure. Donc par exemple ici la lordose lombaire. Et les syphoses sont à concavité antérieure. Par exemple la syphose thoracique. Donc il faut bien retenir que c'est bien dans le plan sagittal qu'il y a des courbures physiologiques, donc des courbures normales. Parce que dans le plan frontal, normalement, il n'y a pas de courbure. Parce que s'il y a des courbures dans le plan frontal, ce sont des courbures pathologiques. Donc ces courbures sagittales sont le témoin d'une adaptation au port de charge plus important, plus à même de résister à la compression. Donc ces courbures sont essentielles pour l'homme. Au plus on a de courbures, au mieux on est adapté à la station de bipède. Donc morphotype normal du rachis. Donc le rachis, c'est-à-dire la colonne vertébrale, comporte 7 vertèbres cervicales, 12 vertèbres thoraciques, 5 vertèbres lombaires et 5 vertèbres sacrées, donc du sacrum, soudées entre elles. Donc dans le plan frontal ou coronal, c'est pareil, c'est comme on a dit tout à l'heure, le rachis est rectiligne. Donc dans le plan frontal, c'est celui-là, il n'y a pas de courbure. S'il y a une courbure, c'est pathologique et on verra plus tard. Dans le plan sagittal, donc comme cela, il existe des courbures physiologiques. Donc des lordoses cervicales, juste ici. Comme on l'a dit tout à l'heure, les lordoses sont des courbures à concavité postérieure. Des syphoses thoraciques, donc cette fois-ci des courbures à concavité antérieure. Et enfin, encore une fois, une lordose lombaire. Donc les gens avec des lordoses marquées ont moins de douleurs lombaires. Ensuite, on va voir l'évolution du morphotype durant la période de croissance. Donc c'est un peu comme le premier cours de kiné qu'on avait fait, sauf que là, c'est c'est focalisé sur le rachis. Donc durant la vie fœtale, le rachis se développe en une syphose globale. Donc c'est-à-dire que le fœtus, au début, donc là, on sait que c'est une syphose thoracique. En fait, au début, il est de repli sur lui-même. C'est-à-dire que là, il a la tête. Là, il va avoir une énorme syphose au niveau de son rachis. Et après, il aura son membre inférieur. Donc au début, c'est une syphose globale, ça veut dire ça.
Ensuite, à la naissance, les courbures sagittales se développent. Donc au début, on n'avait pas de courbure sagittale, on a vraiment une syphose. Donc les courbures sagittales se développent avec l'apparition de la position donc, assise à 6 mois et de la position debout entre 12 et 18 mois. Donc ça aussi, c'est des dates à connaître. Ensuite, à 4 ans, donc les courbures sagittales sont définitives. Donc de la naissance à 18 mois, les courbures sagittales se développent. Enfin, jusqu'à 4 ans, pardon. Ensuite, à 4 ans, les courbures sagittales sont définitives parce que l'enfant acquiert une marche debout permanente. Donc la vitesse de croissance osseuse est variable. Donc durant la vie fœtale, la vitesse de croissance de la colonne vertébrale est très rapide. Ensuite, de la naissance à 4 ans, la vitesse de croissance diminue. Il faut faire attention parce que dans le QCM, il piège. De la naissance à 4 ans, l'enfant grandit toujours, mais c'est juste la vitesse de croissance qui diminue. Ce n'est pas la croissance qui diminue. Donc la croissance est ensuite linéaire de 4 à 10 ans jusqu'à l'apparition de la puberté. Donc c'est 11 ans d'âge osseux chez les filles et 13 ans pour les garçons. Ensuite, avec l'apparition de la puberté, la croissance vertébrale s'accélère brutalement pendant 2 à 4 ans. Et ensuite, elle s'arrête définitivement, donc 15 ans pour les filles et 17 ans pour les garçons, parce qu'on atteint une taille définitive. Ensuite, c'est comme dans le premier cours, donc méthode d'évaluation du morphotype. Donc ça, c'est à apprendre aussi, c'est pas très compliqué. Donc on va passer, au moins on se concentre sur les pages d'après. Donc ok, donc là on parle de la téléradiographie, donc là de l'imagerie 3D, là de l'IRM, là du scanner. Ensuite on va voir les perturbations de la croissance du rachis. Donc on va avoir 3 types de perturbations, donc la scoliose, on va avoir ensuite l'attitude scoliotique, et enfin on va avoir la syphose pathologique. Donc le rachis n'est pas adapté à ce que l'on fait aujourd'hui, donc le sujet a beaucoup de pathologies. Donc la plus fréquente, ça va être la scoliose. La scoliose provoque des douleurs. Donc qu'est-ce que la scoliose? Donc la scoliose est une déformation vertébrale dans les 3 plans de l'espace. Donc dans le plan frontal, sagittal et horizontal. Là par exemple, on peut voir dans le plan frontal que le rachis qu'il y a des courbures au niveau du rachis, alors que comme on a vu tout à l'heure, dans le plan frontal, il n'est pas censé avoir de courbure physiologique, parce que c'est uniquement dans le plan sagittal qu'il y a des courbures physiologiques. Donc ces déformations de la colonne vertébrale dans les 3 plans de l'espace constituent une gibbosité. Donc la gibbosité, c'est quoi? C'est une déviation dans les 3 plans de l'espace, caractéristique d'une scoliose. Donc en fait, gibbosité, dès qu'il y a une gibbosité, il va y avoir une scoliose. La gibbosité témoigne de la rotation vertébrale présente uniquement dans les déformations tridimensionnelles. Donc pareil, dans les 3 dimensions. Donc la rotation vertébrale, on peut le voir notamment au niveau du plan horizontal. Là, si on va couper le sujet de cette façon, donc dans le plan transversal, on va voir une rotation vertébrale. Donc la scoliose entraîne des douleurs à l'âge adulte ainsi que des difficultés respiratoires. Bon, il faut savoir aussi que la scoliose arrive aussi chez les enfants, chez les adolescents, pas que à l'âge adulte. Donc affirmer le diagnostic de la scoliose. Donc cliniquement, donc, il faut rechercher une gibbosité dès qu'elle est présente, c'est-à-dire qu'en fait, on va demander simplement au patient donc, de se baisser et on va avoir une gibbosité. Donc, dans la scoliose, il faut bien faire attention à ce qu'il y ait les trois composantes, c'est-à-dire les 3 déformations dans les 3 plans. Et radiologiquement, il faut rechercher la rotation vertébrale qui signe formellement la scoliose. Donc, la cause d'une scoliose peut être très variable. Donc, soit elle peut être idiopathie, c'est-à-dire qu'on ne sait pas pourquoi, soit congénitale, c'est-à-dire qu'il y a une malformation vertébrale dans le ventre de la mère. Neuromusculaire, c'est une paralysie donc, neuromusculaire. Syndromique, donc c'est soit neurofibromateuse ou encore génétique. Bon, les deux c'est rare. Donc ça on verra après. Donc ensuite on a l'attitude scoliotique, donc c'est complètement différent de la scoliose. Pourquoi? Parce que dans la scoliose, on a vu que c'était une déformation dans les 3 plans de l'espace, alors que là, dans l'attitude scoliotique, on va voir que c'est une déviation du rachis dans un seul plan de l'espace. Donc c'est seulement dans le plan frontal, c'est le plan coronal. Donc en fait, c'est là. Là, on va voir que dans le plan frontal, donc c'est comme ça, il va y avoir une déformation dans la colonne vertébrale, alors que là, on n'a pas de gibbosité. Alors que dans la scoliose, on va avoir une gibbosité. Ok, donc la cause la plus fréquente, c'est une inégalité des longueurs des membres inférieurs. C'est-à-dire que si on met le sujet assis, on va neutraliser
l'ILMI, c'est inégalité des longueurs des membres inférieurs, la colonne devient parfaitement rectiligne. Okay. C'est-à-dire qu'en fait, si on assoit le patient sur la chaise, il n'y aura plus de problème. Donc c'est vraiment à cause de l'inégalité des membres inférieurs. Donc c'est donc uniquement le socle, donc les membres inférieurs, qui y est atteint. La déviation concerne le seul plan, donc le plan frontal ou coronal. Donc par exemple, pour soigner ça, on peut mettre des semelles orthopédiques pour pouvoir soigner la tichéo scoliotique. Donc il n'y a pas de rotation vertébrale et pas de gibbosité à l'examen clinique. Donc différence entre scoliose et attitude scoliotique, c'est que la scoliose, c'est des formations dans les trois plans de l'espace, alors que l'attitude scoliotique, c'est uniquement dans le plan frontal et qui est due notamment à une inégalité des longueurs des membres inférieurs. Donc la kyphose pathologique. Donc le problème qu'on va avoir avec la kyphose pathologique, c'est qu'il existe une kyphose physiologique. Donc ça va être compliqué de voir la différence entre une kyphose pathologique et physiologique, mais cliniquement ça va être compliqué, mais radiologiquement c'est plus simple. Donc de manière normale, donc l'équilibre économique du tronc, de manière normale, donc on a une lordose lombaire, une kyphose thoracique, ça on l'a déjà vu tout à l'heure, et une lordose cervicale. Donc pour affirmer le diagnostic d'une kyphose pathologique, donc c'est là par exemple. Là, on peut voir que là, il a une kyphose, sauf qu'elle est pathologique, elle est trop exagérée. Donc, cliniquement, c'est difficile à affirmer car il existe une kyphose physiologique, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Déviation sagittale anormale et radiologiquement, comment on va voir que c'est une kyphose pathologique et non une kyphose physiologique? En fait, donc là, c'est une radio. Là, au niveau de T4, là, au niveau de T12, on va prendre le plateau supérieur à T4 et le plateau inférieur à T12, pardon, et on va mesurer l'angle, et si l'angle est supérieur à 50 degrés, donc c'est le seuil, hein, si c'est supérieur à 50 degrés, on va dire que c'est une kyphose pathologique. Donc la kyphose est anormale. Ensuite, étiologie, c'est-à-dire les causes de la kyphose. Donc, kyphose posturale, donc la kyphose est réductible dès que le sujet lève les bras en l'air. Donc en fait, on peut le voir là. Là, cette dame elle a une kyphose. Sauf que lorsqu'elle lève les bras, donc elle n'a plus. Donc c'est une attitude volontaire fréquemment observée chez les adolescents. Donc à l'inverse de la kyphose posturale, donc c'est ça, on va avoir une dystrophie rachigène de croissance. Cette fois-ci, elle est non réductible, parce qu'on peut voir que lorsque l'homme là lève les bras, il y a toujours la kyphose qui est aussi marquée. Il n'y a pas de changement. Donc reste très marquée, même les bras levés. Donc elle est parfois douloureuse. Autre kyphose anormale pathologique, donc autre que les deux, on peut avoir des kyphoses génétiques ou infectieuses, par exemple la tuberculose. Donc principe thérapeutique des troubles statiques du rachis, c'est-à-dire tout ce qu'on va mettre en œuvre pour pouvoir soigner cela. Donc rééducation pour corriger et ralentir la déformation, donc peut-être de la kiné. On va mettre un corset pour stabiliser la déformation, mais le problème avec le corset, c'est que lorsqu'on l'enlève, l'axe correct, lorsqu'on l'enlève, en fait, tout revient de manière pathologique. Il suffit de la mettre dans un axe correct, mais elle réapparaît quand on l'enlève. Donc, c'est pas très efficace. Et ensuite, la chirurgie. Donc, le problème avec la chirurgie, c'est que donc c'est une chirurgie très complexe, à haut risque neurologique, par peur de lésion de la moelle épinière. Et on la fait vraiment lorsque c'est des cas très sérieux. Enfin, la vitesse de croissance du rachis est variable, donc ça on l'a vu tout au cours de la croissance. Les courbures du plan sagittal sont importantes pour éviter une dégradation précoce des disques et des vertèbres, et la période de croissance est un moment propice à l'apparition de pathologies vertébrales. Voilà, on a fini le deuxième cours donc, du module kiné. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message.